Ok, alors maintenant, on va parler un petit peu du futur de l'automobile. Comment tu vois un petit peu l'évolution du marché de l'automobile sur la partie achat-revente dans les prochaines années? Est-ce que tu penses que c'est prometteur? Est-ce que c'est un marché qui est intéressant? Alors c'est compliqué, pas compliqué, parce qu'on a vécu plusieurs crises. Ok, on a vécu la crise des subprimes en 2008. C'est là que nous, on a construit ce hall et on a explosé. Alors tout le monde disait, bon, mais plus d'argent, ça va mal se passer, l'essence est trop chère. Tu es allé à contre-courant. Contre-courant. Tout le monde vendait. Tout le monde vendait. Et toi, tu as construit. Voilà. Après, en 2009, durant la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai jeté l'éponge. C'est vrai, là, j'avoue, à un moment, on est fatigué. J'ai un peu beaucoup travaillé dans ma vie. Et toi, tu as repris. Et par contre, j'étais très étonné. Ça a explosé. Les voitures se sont vendues comme des petits pains. Les concessions n'avaient plus de stock. Alors aujourd'hui, l'avenir est peut-être dans l'électrique. C'est sûr même, parce qu'on veut nous amener à cet avenir-là, en croire. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'y crois pas. Voilà. Donc je pense que c'est un piège à touristes. Bah, clairement, moi je te rejoins d'une part parce qu'en étant passionné d'automobile, je suis amoureux des voitures thermiques, je suis amoureux des belles voitures, je suis amoureux des belles cylindrées. Je suis amoureux de cette symphonie qui se dégage sur des moteurs thermiques. Et en dehors de ça, le peu d'expérience qu'on a eu sur des voitures électriques, type Tesla, etc., en termes de rentabilité, en termes de purement achat-revente et marge commerciale, c'était nul, quoi. C'était nul, ouais. J'ai encore reçu un mail là d'un membre de ma formation qui a acheté, je crois, une Mercedes EQA, un truc comme ça, sur laquelle il n'a pas dégagé de bénéfices. Ah ouais. Ouais, rien du tout. Après, on avait un dépôt-vente à un moment donné d'un ami à toi, une Tesla, qu'on avait commencé à afficher. 53 000 euros, je crois. 65, je crois qu'il en voulait, à la base, non? 65. Et après, on était descendu à 55, on était à peu près dans le prix du marché, grosso modo. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Tesla a lancé le modèle 3, nouvelle génération, à un tarif défiant toute concurrence. Exactement, sur du neuf. Et ça a fait chuter le prix de la voiture. Et la décote de ces voitures est vraiment très importante. Exactement. Et clairement, moi, je pense pas qu'il y a de l'argent à faire sur ce créneau. C'est pour ça que je dis que c'est un piège à touristes. Clairement. C'est sûr. Après, le prix des batteries sur une Tesla, il faut le savoir, c'est 29 000 euros, TTC. Donc, voilà. Bonjour, la batterie est cassée. Ah non, mais là, c'est clair. Non, l'essence aura toujours un avenir parce qu'on a toujours cette passion, on l'a en nous et ça n'arrêtera pas. Ils ont repoussé au niveau des normes européennes, ils voulaient arrêter en 2035, c'est déjà repoussé. Et tu penses que il y a un coup à faire par rapport à ça, dans le sens où y a des voitures qui prennent de la valeur, il y a des voitures qui prennent de la cote. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça? Alors, on a un effet de levier sur certains véhicules à cause de l'écotaxe. Alors, l'écotaxe a été créé en 2008. Moi, j'étais là, malheureusement, on s'était pris dans les dents, c'était 2500 euros. Ou 2500 euros. Aujourd'hui, on va rigoler, on va dire c'est rien. À l'époque, les gens ils faisaient une tête. Ah non, 2500 euros, je n'ai jamais payé ça, etc., etc. Il faut savoir que cette écotaxe est aussi dégressif. Certains véhicules, notamment par exemple des voitures avant 2019, il y a peu d'écotaxe dessus. Il y en a, mais pas comme aujourd'hui. C'est la limite, on va dire. Et on va dire c'est la limite. Mais bientôt, on prendra aussi des modèles 2020 et on va payer un peu plus en sachant que certains véhicules, aujourd'hui, on va parler d'un véhicule qui va sortir en neuf à 100 000 euros et vous allez payer la carte grise 60 000. Donc vous imaginez que la voiture, vous allez payer 160 000 euros. Okay, et s'il y a une occasion qui est à 75, vous prenez quoi? Avec 50 000 km. Ouais. Voilà. Nous, je pense qu'on a bien compris ça. Exactement. Et c'est le marché qui nous l'a fait comprendre avec les clients qu'on a, dans le sens où, par exemple, on vend beaucoup de Macan. Et sur le segment du Macan, ce qui se passe, c'est qu'on avait beaucoup de clients Porschistes qui avaient l'habitude de se rendre en concession pour acheter leur Macan, leur Porsche. Et au fil des années, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ces gens-là
quand ils arrivent en concession et qu'on leur propose un modèle neuf en thermique avec 30, 40, 50 000 euros de malus, bah, malgré le fait que c'est des gens qui ont une certaine aisance financière, bah, se disent non, j'ai pas envie de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour obtenir une carte grise. Et on a de plus en plus des clients qui se tournent vers des voitures de seconde main. Nous, on fait beaucoup de Macan de 2019. Et c'est des produits de qualité, faiblement kilométrés, etc. Et on récupère justement cette clientèle qui vient chez nous et qui préfère acheter un véhicule qui est moins onéreux et éviter de dépenser des sommes folles pour ces malus. Ouais. Je pense que c'est vraiment un frein. Et d'autant plus que maintenant, le nouveau Macan, il est en électrique. Et quelqu'un qui roule en Porsche, il n'a pas trop envie de rouler en électrique. Donc il y a... De toute façon, le prix va... Moi, je sens des choses. J'ai vu des choses, j'ai vu le marché, comment il a évolué sur certains véhicules. Les Macan, au jour d'aujourd'hui, c'est un produit qui ne va plus perdre. Alors, je ne dis pas qu'une fois qu'il a 200 000 km, c'est sûr qu'il y a un certain tarif. Mais au jour d'aujourd'hui, on reste sur des prix fixes. Nous, on l'a aussi remarqué depuis un an. On est resté sur les mêmes prix. On n'a pas de décote, au contraire. Et on a une très, très, très belle clientèle qui est des jeunes retraités. Moi, j'appellerais ça. Et ils sont très agréables aussi. C'est vrai. Donc, c'est un aboutissement pour eux d'acheter ce véhicule-là. Donc, ils vont mettre une certaine partie de leurs économies parce qu'ils ont compris qu'ils allaient peut-être bientôt partir aussi, comme nous. Et c'est vrai que c'est une très belle clientèle. Donc, c'est pour ça aussi que ce produit-là marche très bien. Ouais, les Macan, c'est des produits qu'on arrive à vendre assez rapidement avec des belles rentas. On arrive à la dernière partie de cet échange et de cette vidéo qui va porter sur les conseils aux entrepreneurs en herbe. Seb, quels seraient selon toi les 3 principaux conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le business automobile? Alors, je dirais qu'il est déjà crucial de comprendre le marché. Si vous ne comprenez pas, vous achetez n'importe quoi, ça ne sert à rien. Donc, il faut déjà analyser, comprendre comment ça fonctionne, bien acheter, bien vendre, comprendre ce système de marge, etc. Avoir des petites notions aussi comptables. Donc, s'intéresser à ça. Ça, c'est déjà le premier point, quoi. Ensuite, le deuxième, on en a déjà parlé, c'est de s'entourer de bons partenaires. Ça veut dire, ça va être des fournisseurs, ça va être des garages réparateurs, au niveau de la carrosserie ou mécanique. Donc, le réseau, c'est très important. Moi, je peux en parler du réseau. Tu es une personne qui a été très bénéfique pour moi. Je vais donner un exemple tout simple. J'avais des petites difficultés à lever des fonds. Et à un moment donné, quand je t'ai rencontré, tu as vu que voilà, je peinais à avoir des financements. Et tu m'as dit, écoute, moi j'ai un contact auquel je peux t'introduire. Et quand je suis allé voir cette banquière, qui était une chef d'agence, eh bien, le fait que ce soit toi qui m'aies introduit, ça a permis de vraiment faciliter les choses. Il y a un échange très cordial qui s'est fait avec cette personne. Et moi, je suis arrivé en lui demandant 150 000 euros de crédit moyen terme pour développer un petit peu mon activité. Et elle m'a proposé 200K. C'est beau. Parce que je venais de ta part. Et c'est pour ça que le réseau, c'est très important. Le réseau, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et aujourd'hui, avec Internet, on a la chance de pouvoir consommer du contenu de qualité sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Exactement, ouais. Et avoir des conseils de personnes qui sont déjà passées par là. Et c'est vrai que le réseau, c'est quelque chose de très important. Donc, comprendre le fonctionnement du business, avoir des notions en termes de marge, etc. Exact. S'entourer des bonnes personnes. Donc ça, c'est le deuxième conseil, le réseau, qui est aussi très important. Et quel serait le troisième conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer? Alors, le troisième, on en a déjà discuté quand on s'est rencontrés. Ça ne sert à rien d'avoir 50 000 euros, 100 000 euros sur son compte et d'ouvrir un garage et de garder les 50 000 ou les 100 000. Moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, on peut regarder sur mon compte, j'ai peut-être 200 ou 300 euros. Donc, toutes mes billes sont dans ma société. Et avec ça, j'achète des voitures. Tu te souviens, on en avait parlé. Je t'avais dit. Tu m'avais dit que tu avais, je ne sais plus la somme, c'était 50 000 ou 70 000. Et tu as suivi mes conseils, tu les as mis dans la société. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as pu acheter plus de voitures, donc faire plus de marge, plus d'argent, quoi.
En fait, c'est bien des fois de montrer aux banques que tu as de l'épargne, du cash, mais à un moment donné, une fois que voilà, tu as fait ce que tu avais à faire avec les banques, il faut mettre ces billes dans une activité qui rapporte. Et aujourd'hui, je pense que l'automobile, si on prend un schéma classique, un exemple simple, concret, avec des chiffres, aujourd'hui, vous mettez 100 000 euros sur un livret, ça vous rapporte, je crois, 3% par an. Donc vous avez 3 000 euros de gains sur les 100 000 euros que vous avez investis. Avec l'automobile, si vous achetez une voiture ou 2 voitures à 100 000 euros, donc 50 plus 50, ou alors 3 voitures à 33 000 euros, vous arrivez à dégager une marge commerciale minimum de 10%. Donc 10% de 100 000, ça fait 110 000. Et cette opération d'achat-revente, on arrive à la multiplier plusieurs fois dans l'année. Aujourd'hui, nous, dans nos stats, on a un délai de rotation qui est situé autour des 45 jours. Mais disons que vous vendez une voiture tous les 2 mois, ça fait 6 voitures, donc 10% x 6, ça vous fait tout de suite 60% de renta. Et sur une enveloppe de 100 000 euros, ça représente quand même 60 000 euros. Au minimum, au minimum, Voilà. parce que là, tu parles quand même sur des petites marges. Là, en fait, si tu veux, je donne Tu minimises. Voilà, je donne un exemple qui est facilement atteignable, même pour quelqu'un qui commence. Exactement. Et du coup, aller faire 60% par an sur un quelconque autre actif, moi, pour l'instant, j'en connais pas. Ça n'existe pas. De toute façon, la première chose, c'est ça. C'est une fois que vous êtes dedans, vous allez être propulsé. La locomotive est lancée et après, il y a tout le reste qui va se mettre en place, comme on disait, l'immobilier, etc. Ça peut aller très vite, ça. Ça peut aller très, très vite. L'immobilier, ça se complète bien et intéressez-vous aussi à ces montages dont on a parlé avec la société holding, etc. Parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir un écosystème et une fiscalité qui est totalement optimisée. Exactement. J'ai encore une question par rapport à l'aspect résilience, etc. Tu sais, des fois, on a des pics de motivation et des fois, on a cette motivation, cette persévérance qui redescend. Oui, ça peut arriver, oui. On a des périodes où voilà, on n'a pas la force, pas l'énergie, etc. Moi, je dirais aussi que si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, n'ayez pas peur de vous lancer parce que le niveau de productivité que vous avez avant l'âge de 30 ans, il est nettement plus élevé qu'après la trentaine. C'est mon ressenti. Moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Maintenant, j'ai une famille et je sais que le niveau de productivité que j'avais entre mes 20 et 30 ans, voilà, il était vraiment à un niveau plus élevé. Et il ne faut pas hésiter à commencer jeune parce qu'après, vous allez avoir des regrets. Ça, c'est vrai. Maintenant, voilà, on peut faire des choses à 30 ans, 40 ans, 50 ans. On peut aussi commencer à 50 ans, à mon âge. C'est clair. Y a pas de... Moi, j'ai connu un boulanger du village qui a créé sa société de voitures. Il nous a vus, il a vu les belles voitures qu'on vendait, etc. Il a vendu la boulangerie. Et... Mais si toi, tu n'avais pas commencé l'IMO, par exemple, quand tu avais 28 ans, aujourd'hui, clairement, tu n'aurais pas un patrimoine qui s'élève à... Non, c'est l'immobilier aussi qui... C'est l'immobilier qui fait beaucoup. Quoi. Et du coup, par rapport à ça, ma question, c'est comment rester résilient et persévérant, même en période difficile. Comment on fait pour... Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça pour garder le cap et rester ça sera plutôt mes conseils personnels, tu vois, ça ne sera pas les conseils qu'on vous donne, etc. Moi, déjà, c'est toujours avoir des projets, toujours avancer dans la vie. À partir du moment où on a un projet, on se dit, tiens, je sais pas, je dis une bêtise, tiens, en décembre, je vais partir là en vacances, on va faire ça. Donc, on a déjà un projet. Donc, c'est déjà, je sais pas, à l'intérieur, on est bien, il y a quelque chose, il y a des petits papillons, vous voyez, ça bouge, quoi. Après, moi, quand je suis vraiment, vraiment mal, j'ai vraiment des moments où je veux dire, j'ai pas des angoisses, mais ça va pas, je me sens pas bien, ça peut arriver. Alors, c'est un truc tout bête, je prends la plus belle voiture du parc et je rentre avec. C'est un des plaisirs qu'on arrive à s'offrir. Ça, c'est beau et je me sens bien. Et puis, ça me remonte aussi. Ça me remonte. Et ce qui est important aussi, c'est pour ça, Kémine, je t'adore, c'est que tu es une personne très positive. Et j'adore m'entourer de personnes comme toi, qui sont très rares aussi et qui sont très motivantes. Si vous êtes avec des gens négatifs, ça va être que du négatif. Il n'y aura pas de positif. Donc déjà que vous n'êtes pas bien,
Ça va pas vous relever, quoi. C'est clair. Mais on a toujours ces moments-là. On les a, ils sont là, ils sont présents, ils sont autour de nous. Mais il faut, le matin déjà, quand on se lève, quand on se rase, il faut dire, bon, bah voilà, ce matin, je vais vendre une voiture, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a Tram, une amie à nous, qui nous disait, bah, elle, sa motivation, le matin, c'est je vais faire 3 belles choses. Alors moi, par exemple, c'est demain matin, je vais faire mon sport à 8 heures, ça va être génial. Ensuite, je vais venir ici, je vais bosser, je vais voir, je vais Les collègues du voilà, monde. les collègues, ça va faire plaisir. Et puis la troisième, je sais pas. Je te rejoins sur le fait que, en fait, je pense que pour avoir cette motivation et ce moteur qui te permet d'avancer tous les jours et d'être résilient et d'être discipliné en fait dans son travail ou quel que soit ce qu'on fait au cours de sa vie, je pense que avoir toujours des nouveaux objectifs, c'est ça en fait qui te permet en fait d'aller chercher ça. Exactement. Parce que bah, toi, par exemple, je pense que au fur et à mesure, à chaque instant de ta vie, tu t'es dit, OK, là, j'ai fait de l'immobilier, donc j'ai réussi à me créer une source de revenus passifs. C'était peut-être ton objectif à un moment donné. Et ensuite, tu t'es dit, cet objectif est accompli. Qu'est-ce que je dois faire pour posséder un bateau ou pour avoir telle collection? Et ça, en fait, ben, ça te permet de rester motivé, d'être résilient, ouais. d'être discipliné dans ton travail. Et à chaque fois, ben, que tu atteins un objectif, tu t'en fixes un nouveau, tu te fixes un timing pour l'atteindre, et c'est beau, quoi. C'est beau, mais il y a ces moments-là, comme tu dis, qui sont, on va dire, ouais, mais c'est un mauvais moment, on n'était pas assez stratégique, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais non, on a fait ce qu'il fallait. Et après, ben, c'est juste une leçon pour nous. On ne va plus le faire. On a compris. On passe. Mais il faut agir. Voilà. Et il faut agir, il faut prendre de l'avant. OK. Une dernière question, Seb, que j'aimerais te poser pour terminer cette interview. Et c'est, je pense, la question qui est assez attendue. Quelle a été, parmi toutes les opérations d'achat en vente que tu as fait jusqu'à maintenant, Ça, je ne pensais pas que tu allais me la poser. quelle a été la plus grosse marge que tu as fait sur toute ta carrière dans l'automobile? Moi, je connais la réponse parce que tu m'en as parlé et je dois dire que c'est aussi une réponse qui a débloqué chez moi énormément de croyances limitantes parce que, en fait, quand tu m'as raconté ça et tu m'as vraiment donné les détails, etc., et même qu'au début, on se connaissait pas trop et je me suis dit, c'est pas possible, c'est un mytho, tu peux pas faire ça, quoi. Je me suis dit, c'est le mec, en fait, j'avais tellement ces croyances limitantes que je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Moi, attends, pendant 5-6 ans, je fais ce business et je fais des marges comme ça. Et pour faire ce qu'il a fait en une opération d'achat-revente, je devrais vendre tant de voitures. Et j'arrivais pas à y croire. Et après, tu me l'as montré, tu m'as expliqué, etc. Et tu m'as donné des preuves par rapport à tout ça. Est-ce que tu peux raconter Oui. quelle a été ton opération d'achat-revente la plus rentable? Alors, j'en ai fait 2. Au début, quand j'ai commencé, c'était sur les Lancia chef intégré Evolution. Ça, c'était ton créneau. Ouais, ça, c'était mon... Spécialiste Lancia, Ouais, reconnu en Je France. les connais par cœur. Nous, celle qu'on a vendue, c'était une Verde York. Vers New York, ouais. Donc Ah, c'est bien vendu, hein. Ouais, c'est bien vendu. Ouais. Moi, j'y croyais pas. Toi, tu croyais pas. Mais je crois que c'était 135 000 euros. 135 000, oui. C'est un Allemand qui l'a acheté. C'est un Allemand, ouais. On l'a Elle acheté. était en très bel état. Très bel état. Vraiment. Alors, le prix d'achat de ce véhicule-là était de 75 000 à la base. Donc, pour moi, c'était une petite marge parce que j'ai fait 2 grosses marges. La plus belle, c'était un achat d'une Lancia. Alors, écoutez bien, hein. 135 moins 75, Oui, donc on est à 35 plus 25, 60 000 euros de plus-value. Et monsieur parle de petite marge. petite marge, oui. Donc, maintenant, tu peux nous raconter quelles ont été ces 2 opérations d'achat-revente que tu as fait Alors, qui étaient encore plus rentables. à l'époque, Marco, mon ami, on l'a acheté à 2. Disons, c'est lui qui l'avait acheté. C'était une Lancia chef intégrale Evolution phase 2 avec les gros sièges. Il l'avait acheté 50 000 euros. Donc, ce qui était un prix du véhicule qui vendait à l'époque neuf, mais elle avait seulement 335 km au compteur. Cette voiture avait toute une histoire, parce que c'était un mafieux italien, il avait acheté 2. Il avait acheté une blanche et une rouge.
Il a jamais pu les chercher, quoi, parce qu'il est parti en prison. Donc, ils ont dû les immatriculer en 99, alors que c'était des véhicules de 94 et 95. Donc, il a acheté cette voiture, il a vendu un Sard à 85 000 euros. Donc, déjà, moi, à l'époque, j'y croyais pas. Et un jour, il m'appelle et me dit « Sébastien, Comme stai? comment ça va? On l'achète à 2, le Sard, il l'avant. » Je dis « Ouais, si tu veux, ok. » Tu croyais pas non plus? J'y croyais. Alors, bon, on l'a acheté à 2 parce que c'est mon montant, on achète le véhicule, je le rentre en stock ici. Et il me dit « Écoute, si tu mets 130 000 euros, c'est bien. » Mais moi, je n'ai pas écouté. J'ai mis à 200 000 euros la voiture. Comme avec la Mazé. Donc tu l'as mis à 200 lui, 000. il t'a dit mais là à 130, tu l'as mis à Ouais, je 200. l'ai mis à 200 000, ouais. Et là, il m'a appelé, il m'a insulté. Mais qu'est-ce que tu fais? Et je sais plus, c'était 2-3 mois après, et c'était un Suisse qui m'avait appelé. Il avait essayé de négocier. Et il a failli m'arracher la porte. Toi, t'es ferme. Hein. Sur la négo, tu te laisses pas faire. Ouais, j'ai un peu baissé, je l'ai vendu à 185. Donc on a fait 100 000 euros de marge sur la voiture. Incroyable. Incroyable. Bravo. Merci. Et on a fait une deuxième aussi, une édition finale qu'on a acheté ensemble à 50 000 euros et qu'on a revendu à 145. Magnifique. Et avec toi, on en a fait aussi une belle ensemble. On en a fait une belle. Pour moi, c'est une très belle rentabilité parce qu'il faut bien comprendre que ce type de marge commerciale, comme toi tu as fait sur ces lancers HF intégral, c'est un marché de niche qui est très spécifique, qu'il faut maîtriser, que je ne maîtrise pas, je l'avoue. Et c'est pas le type de marge que vous allez pouvoir faire sur des voitures qui sont un peu plus classiques, entre guillemets. Quand je dis classique, j'entends par là des voitures plus récentes, etc. C'est deux marchés qui sont totalement différents. Là, je veux dire, sur des voitures qu'on a en stock, nous, l'objectif, c'est de faire 20% de marge. Donc, quand on a une voiture à 50 000 euros en prix d'achat, en coût d'achat, on la revend 60 000, voire plus des fois. Mais faire ce type de rentabilité, c'est vraiment propre au marché des Youngtimers. Exactement, oui. Et grâce à toi et grâce à ton expertise, on va essayer de... C'est pas on va essayer, on va faire. On va faire. Voilà, on va faire plus d'opérations de ce type. C'est un marché de niche, c'est un marché spécifique. Et nous, ce qu'on a fait, là, dernièrement, ça remonte à 2 mois, je crois. Quelque chose comme ça. On a acheté une Maserati ensemble. Donc, on a fait cette opération d'achat-revente ensemble. C'est une Maserati Gran Turismo S en 440 chevaux, en boîte BVR F1, qui était très belle, blanche, belle config, qu'on a acheté au prix de 28 000 euros. Ou 29, ouais, on n'était pas loin, oui. 28, 29. Ouais, 28, je crois que c'était 28. Ouais, Ouais, c'était 28, il me semble. Ouais. Bref, on a acheté 28 000 euros et ensuite, au moment où je l'ai mis en vente, j'étais en train de la rentrer sur le logiciel de gestion et là, je te dis, Seb, écoute, aide-moi pour le pricing. Moi, je la mettrai à 59. Et là, comme tu l'as fait avec ton ami Marco, tu m'as dit non, Emine, écoute, moi, encore une fois, tu vois, je me suis dit, putain, 59 moins 28, ça fait quand même x2 presque. Enfin, si, ça fait x2 et ça fait, voilà, je veux dire, 100% de taux de marge. Et ça représente quand même une plus-value de l'ordre de 30 000 euros. C'est royal. À 2, ça fait 15 000 chacun, c'est beau. Et là, tu m'as dit non, Emine, écoute-moi, mais là à 69. 69,9. Bon, au début, j'étais boudé. J'ai dit, bon, s'il me fait encore, il est trop gourmand et tout et tout. Et en fait, effectivement, tu avais raison parce que c'était une édition spéciale. Exactement. C'était la AMC Sportline. Ouais, en carbone, ouais. Avec le pack carbone. Et c'était une finition très rare, très spéciale. Toi, tu connais bien les Maserati. Tu en as fait. C'est un marché que tu maîtrises. D'ailleurs, quand on avait acheté, tu avais pris le plaisir de rentrer avec, etc. Exactement, ouais. Parce que c'est des voitures que tu affectionnes particulièrement avec les Ferrari. Et du coup, voilà, tu me dis, Emile, mais là, à 69,9, je t'ai écouté parce que tu es mon mentor et je l'ai affiché à ce prix-là. Et 2 jours après... Il était vendu dans le week-end. Dans le week-end. Lundi. Ouais. 2 jours après, on reçoit un lead et moi, je dis, écoute, c'est toi qui le traites, tu connais bien la voiture, etc. C'est toi qui as décidé du prix de vente, donc je te laisse le gérer.
Et il s'avère que cette personne, c'était un confrère, Exactement. c'est-à-dire une personne qui avait une agence Citroën, je crois, Exactement. quelque part en France, je ne sais plus. Et du coup, tu lui as vendu la voiture en état en plus, parce que c'est un professionnel, en appliquant une remise de 2 000 € sur le prix affiché parce que c'est un professionnel. Et on a vendu la voiture 68 000 €. En sachant qu'il y avait une révision encore à faire. Chez Qu'on n'a pas Maserati. fait Qu'on n'a pas parce fait. qu'on l'a vendu à un pro. Et cette opération d'achat-revente, au final, a généré 40 000 € de plus-value nette qu'on a partagé à deux. C'est beau. Donc c'était une très belle opération. Et moi, personnellement, c'est l'opération d'achat-revente que j'ai faite qui était la plus rentable. Bon, on fera un petit 100 000 un jour quand même, non? Bah, j'aimerais bien. Franchement, je dis pas non. Bon, bah, écoutez les amis, on va terminer cette vidéo avec cette petite anecdote qu'on vous a partagée. On a essayé de vous transmettre un maximum de valeur dans cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez qu'on fasse éventuellement, ouais. une prochaine vidéo, un nouvel épisode, un prochain podcast. Il y a plein de sujets qu'on peut évoquer, Exactement. dont on peut parler. Donc dites-nous si ce format vous plaît et likez la vidéo, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Seb, merci.